shaking like a leaf on the desert heat. His daddy's got a bang that's so hard to beat. Lui, c'est James Anthony Sullivan, un chanteur américain. Rien de bizarre, vous me direz. Et ce que vous venez d'écouter, c'est une de ses chansons. Mais il y a très peu de chances que vous la connaissiez. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait 47 ans qu'il est porté disparu. Et c'est clairement une des disparitions les plus mystérieuses du monde de la musique. Cette histoire est tellement étrange qu'elle a littéralement retourné les États-Unis. Ok, on est au début des années 40. Et c'est au Nebraska qu'est né notre Jim Sullivan. Mais il va vite déménager à San Diego. Et là-bas, il va y rencontrer sa femme, Barbara. Jim a son bac. Et comme c'est un élève très studieux, il va aller à la fac. Non, c'est faux. Il va entièrement se consacrer à la musique, car pour lui, c'est tout ce qui compte. Et son but à lui, c'est d'en vivre. Mais c'est loin d'être facile, surtout à cette époque. Mais c'est pas ce qui va effrayer Jim, surtout pas. Il a déjà arrêté ses études pour ne faire qu'une chose de sa vie, alors qu'il n'est même pas sûr qu'il va réussir là-dedans. Pourtant, il y va quand même. Il ira jusqu'à déménager à Los Angeles pour se donner une chance de percer. Là-bas, Barbara trouvera un poste de secrétaire à Capitol Records, un gros poisson de la musique à l'époque. Oui, même sa femme est investie dans cette quête. Elle fait écouter la musique de Jim à ses supérieurs, histoire qu'ils la fassent eux-mêmes écouter à leurs supérieurs, pour que ça finisse par arriver finalement au boss du label. Mais personne n'est intéressé. Non. Personne ne veut écouter la musique de Jim. Mais dans tout ça, une bonne nouvelle ressort quand même pour Jim. Il trouve un manager qui lui permet de faire des dates dans des petits clubs à gauche à droite. Mais il y a un endroit où Jim commence à se faire remarquer, c'est au Rafter Restaurant. En clair, c'est un petit bar où quelques stars des années 60 vont pour se poser. Et parmi ces stars, il y a une tête qui ressort, Al Dobbs. Jim a une belle bande de potes avec Al Dobbs. Et un jour, autour d'un verre, ils se sont dit, et si on crée un label? Money Records est né. Ils vont par la suite produire leur premier album de Jim Sullivan. Et dans ce projet, ils vont beaucoup s'investir, à tel point qu'ils vont réussir à payer l'invitation de The Wrecking Crew. Et The Wrecking Crew, c'est un collectif renommé qui servait à surélever sa musique. Bref, 1969, le premier album de Jim sort, UFO. Sur le recto de la cover, on voit Jim, rien d'incroyable. Mais sur le verso, on voit encore Jim. Sauf que cette fois, on le voit seul, dans le désert. Là, vous vous demandez, Ok, mais pourquoi tu nous parles de la cover de l'album? bah ça, je peux pas vous le dire maintenant. Sinon, l'histoire n'a plus trop de sens. Mais juste, retenez ce détail, vous comprendrez plus tard. Est-ce que vous vous rappelez de Money Records? Oui, le label entre potes avec Jim et Al Dobbs. Rappelez-vous de sa création. Ça s'est fait sur un coup de tête. Et par conséquent, Jim et ses potes n'ont pas énormément de moyens pour assurer la promo de l'album. Il n'a donc pas eu un vrai succès commercial. Mais heureusement, il a un bon mindset. Donc il va continuer à jouer dans les bars. Il va continuer à faire ça pendant 3 ans jusqu'à ce qu'une belle opportunité lui arrive. Il va signer chez Playboy Records. Mais Playboy Records, c'est quoi? C'est le même principe que Money Records. Sauf que là, c'est fait par des pros de la musique. Donc forcément, ça va attirer Jim. Et il a bien raison. Quelques temps après avoir signé son contrat, il va sortir son deuxième album, Jim Sullivan. Et malgré sa cover que je trouve plutôt pas mal, bah ça n'aura toujours pas le succès escompté. Et maintenant, bah il y a quelques tensions avec sa femme, Barbara. Mais en vrai, je pense qu'on peut la comprendre parce que quand tu gères seul un foyer et que t'as un mari qui galère à ramener 10 balles à la fin du mois, alors qu'il passe son temps à écrire des chansons et à mendier de l'argent dans des bars, bah vient un moment où ça commence à peser. Et Jim le ressent aussi. Donc il va décider de partir. Mais il va pas partir seulement parce que ça se passe plus trop bien dans le couple, mais surtout pour tenter sa chance dans une autre ville. Il va aller à Nashville, dans le Tennessee. Pourquoi? Car si tu veux te faire un nom dans la folk ou la country, bah c'est là-bas qu'il faut être. Et avant d'y aller, il établit un plan précis. Il va aller à Nashville pour percer, pour ensuite ramener sa femme et son fils. 4 mars 75, c'est le grand départ pour Jim. Il prend sa guitare et un peu d'argent et il part pour Nashville. Quelques heures après son départ, il arrive au Nouveau-Mexique. Il a roulé pendant 15 heures d'affilée, donc forcément, il commence un peu fatigué et a du mal à rouler droit. Et au même moment, des policiers rôdaient. Et ils ont remarqué qu'un véhicule zigzaguait un peu sur la route. Donc les policiers arrêtent Jim et l'emmènent au poste pour passer un test d'alcoolémie. Le test est négatif, donc les policiers le relâchent en lui recommandant de se reposer dans un hôtel. Et c'est ce qu'il va faire. Il va donc rouler jusqu'à la Mesa Hotel. Sauf que c'est à ce moment que les choses seront de plus en plus bizarres. Quand il arrive au motel, il appelle sa femme pour lui dire que tout va bien. Pendant cet appel, sa femme va lui demander où il est. Jim va le reprendre Santa Rosa. Elle lui demande où c'est et lui il va répondre Au Nouveau-Mexique, je vais rester là pour la nuit. Elle lui demande pourquoi et il va répondre Tu ne me croirais pas si je te le disais. oui. C'est bizarre. Il va continuer. Oublie ce que je t'ai dit, je te rappelle à Nashville. Et il raccroche. Et c'est après cet appel que tout va commencer à être flou. Il y a des témoignages, mais il n'y a pas vraiment de preuves concrètes de ce qu'il a fait avant de disparaître. D'après un shérif, il serait allé acheter une bouteille de vodka dans une épicerie, puis aurait continué sa route. Un peu après, il aurait atterri chez la famille des Ginetti, une famille possédant un ranch. La nuit arrive et la doyenne de la famille voit des phares allumés sur son terrain. Donc, elle va aller voir ce qui se passe. Jim est posé, normal, à côté de sa voiture. La doyenne va le voir et lui dit Est-ce qu'il y a un problème? mais Jim
Jim lui répond assez violemment. Non, y a aucun souci. Il était visiblement un peu tendu. Mais c'est pas son habitude, et c'est plutôt étrange même. Deux personnes se disputent le fait d'avoir vu Jim en dernier. Le premier, c'est Sammy Chavez. Il dit avoir vu la voiture de Jim s'arrêter là où la voiture a été retrouvée, donc chez les Ginetti. Le deuxième, c'est Pete Sena, qui l'aurait vu marcher seul en bord de route dans le désert. Les jours sont passés, la femme de Jim n'a pas reçu d'appel de Jim et logiquement, ça l'inquiète. Elle va alors appeler la police pour signaler sa disparition. 3 jours plus tard, le frère de Jim va appeler la police de Santa Rosa pour demander s'il ne serait pas en prison. Mais la police va juste lui raconter comment s'est déroulé le test d'alcoolémie de Jim. Encore quelques jours plus tard, la police d'État du Nouveau-Mexique va appeler Barbara pour lui dire que la voiture de Jim a été remorquée de la propriété des Ginetti, 3 jours après sa disparition. Ce qui supposerait que Jim serait parti sans sa voiture. En fin mars, un corps a été retrouvé, qui ressemble pas mal à celui de Jim. Mais il y a un détail qui va pas, le corps a été retrouvé à Las Cruces, à 400 km du lieu de disparition de Jim. Mais apparemment, c'était une feinte. L'autopsie a révélé qu'au final, ce ne serait pas Jim Sullivan. Et ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est la dernière chose qu'on sait de l'affaire Sullivan. Malgré toutes les recherches qui ont été faites et qui se font encore, l'enquête n'avancera plus du tout. Et je pense que vous vous en doutez, mais dans une affaire comme celle-ci, de nombreuses théories surgissent. Bon, la première théorie, c'est pas forcément la plus crédible, mais la femme de Jim Sullivan est convaincue que c'est la réalité. Vous vous rappelez du son que j'ai mis en début de vidéo? Il s'appelle UFO. Ouais, vous commencez à comprendre. Jim aurait été enlevé par un ovni. Oui, sa femme est persuadée qu'un ovni a enlevé Jim. Après, Jim et sa femme croyaient en tout ce qui est astrologie, réincarnation, etc. Donc il y a sûrement un rapport avec ça. La deuxième théorie, elle, concerne la mafia. Et elle est déjà un peu plus poussée. Rappelez-vous, la voiture de Jim a été retrouvée dans la propriété des Ginetti. Et à l'époque, il y avait des rumeurs comme quoi la famille était impliquée dans la mafia de Chicago. Le ranch des Ginetti aurait été une sorte de base avant la frontière du Mexique, par où passe vous savez quoi. Donc peut-être que Jim a vu ce qu'il ne devait pas voir et ils se sont débarrassés de lui. C'est déjà un peu plus réaliste que la première théorie, mais n'oubliez pas que ce n'est qu'une rumeur. Aujourd'hui, il n'y a aucun lien précis qui a été établi entre la famille et la mafia. Mais il y a quand même un truc que je trouve étrange. Quelques jours après la disparition de Jim, les Ginetti vendent leur ranch et partent d'un coup vivre à Hawaï. Ensuite, on a la troisième théorie qui concerne la police. Un ami de Jim avait comme hypothèse que quand le chanteur s'est fait contrôler pour sa conduite, ça aurait pu mal tourner et un policier l'aurait abattu. Sauf que ça colle pas avec la chronologie car le contrôle s'est passé avant que Jim appelle sa femme. Mais il y a une deuxième version de cette théorie. Selon elle, les Ginetti auraient appelé la police quand ils ont vu un gars bourré conduire sur leur terrain. Et là, ça aurait pu mal tourner et la police aurait abattu Jim. Ils auraient laissé la voiture de Jim sur le terrain et parcouru 400 km pour éviter d'éveiller les soupçons d'un certain lien entre Jim et le corps retrouvé. Et ils auraient aussi pu acheter le médecin pour brouiller les pistes. La quatrième théorie voudrait simplement que Jim aurait refait sa vie ailleurs. Mais pas grand monde y croit et encore moins sa famille. Pourquoi ? Parce que dans sa voiture, il restait ses papiers, son argent et sa guitare. Mais imaginons qu'il voulait vraiment refaire sa vie. Selon le fils de Jim, il n'aurait jamais laissé sa guitare. Déjà parce qu'il était vraiment attaché et aussi parce qu'il aurait pu gagner un peu de sous en sortant sur un trottoir. Et la dernière théorie, c'est la plus triste. Jim aurait juste eu un moment de désespoir en pensant à sa carrière qui ne décollait pas. Il se serait donc mis à marcher dans le désert comme sur la cover de son album et celui-ci l'aurait englouti à tout jamais. C'est triste à dire, mais finalement, c'est sa disparition qui a permis à sa musique d'exister. Et si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker.